Mesdames et messieurs, c'est pour moi un insigne honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant cette grande communauté scientifique au nom du président de la transition pour rendre un hommage et prendre part à la reconnaissance du mérite du professeur Denis Dougnon qui résolument a laissé son empreinte dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique de notre pays. Je voudrais saluer ici les éminents contributeurs qui ont accepté de se soumettre à cet exercice. En effet, ce colloque est un grand pas dans l'animation de la communauté scientifique nationale et internationale dans le sillage des débats qui font le présent et l'avenir de notre pays, de notre continent, plus que jamais lancé dans le combat contre la pensée unique. De ce fait, il s'impose au regard de la gravité de la complexité des enjeux d'aujourd'hui, à un moment où de nouveaux censeurs bloquent par des mesures d'un autre âge la circulation des créateurs et des scientifiques. Je suis donc à ma place ici parmi vous, car moi aussi, n'eût été un hasard des circonstances, je me serais trouvé parmi vous, en tant qu'universitaire et scientifique, acquis au débat, parce qu'au service de l'État, nous devons valoriser l'intelligence, la confiance et le progrès de notre nation. Le professeur Dougnon était bien plus qu'un enseignant-chercheur émérite. Il était un modèle de dévouement, d'intégrité et d'excellence académique. Sa contribution à la recherche en sciences de l'éducation a ouvert de nouveaux horizons pour notre système éducatif. Sa vision, son engagement, son inlassable quête de l'excellence ont inspiré des générations d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants dont beaucoup ici sont présents ici dans cette salle. Ce colloque, j'en suis convaincu, va dans la bonne direction. C'est de la promotion de la qualité et de l'excellence dont notre pays a besoin aujourd'hui. Car il faut des enseignants, des chercheurs, des savants dévoués pour relever les défis complexes de notre époque, qu'il s'agisse de la gouvernance, des crises sécuritaires ou des crises sanitaires en Afrique. Il est important de rappeler que nos valeurs endogènes, notre culture, notre histoire ont un rôle central à jouer dans la recherche et l'enseignement supérieur. Nous ne pouvons progresser dans un profond respect de nos traditions et nos valeurs. C'est en intégrant ces valeurs dans nos pratiques académiques que nous pourrons véritablement répondre aux besoins spécifiques de notre société. L'attachement aux valeurs africaines est une idée qui a façonné notre nation. En effet, toutes nos grandes décisions en tant que nation soulignent l'importance de l'unité africaine, de la solidarité entre les nations et la valorisation de nos ressources intellectuelles. Le professeur Dougnon a incarné ces idéaux et il nous incombe à tous de perpétuer sa mémoire. En tant que Maliens et Africains, nous devons collaborer, échanger des connaissances et œuvrer main dans la main pour faire progresser notre continent. La recherche scientifique, mesdames et messieurs, et l'enseignement supérieur sont les piliers du développement. Ils sont les moteurs de l'innovation, de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie des populations. Ainsi, les connaissances générées par la science alimentent l'innovation,
médicales et sociales qui, à leur tour, stimulent le progrès économique. Les établissements d'enseignement supérieur jouent un rôle clé en formant la main-d'œuvre hautement qualifiée nécessaire à la croissance économique et au développement durable de notre pays. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous la haute autorité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ne ménagera aucun effort pour soutenir et renforcer le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers la modernisation des infrastructures de formation des enseignants. Mesdames et messieurs, je voudrais dire à monsieur le présentateur qu'effectivement, vous ne serez pas laissés en plein vol. Et ceux qui, par accident, seront laissés, on leur donnera des parachutes suffisamment efficaces pour qu'ils se retrouvent toujours en plein vol. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi féliciter le président de la commission d'organisation, le professeur Salikou Sanogo. Moi, je l'ai connu dans d'autres espaces, mais quand je l'ai vu ici, j'ai dit, professeur, vous avez maintenant votre tenue réelle. Avec nous, vous faisiez semblant. En réalité, je me rends compte que les scientifiques peuvent aller se promener dans la politique, dans les affaires, mais in fine, ils retournent toujours à la carte de départ. Ça, c'est leur formation. C'est la seule chose que personne ne peut leur retirer. Quand ils sont dans les fonctions politiques administratives, monsieur le ministre, monsieur le directeur, mais son nom de professeur d'université, personne, sauf Dieu ou la mort, ne peut les retirer. Et quel que soit leur engagement ailleurs, comme je l'ai dit, ils font semblant. Mais quand vous revenez à la maison, vous les retrouvez bien assis et vous montrent qu'ici c'est chez eux. Donc je suis chez vous aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, il y a une question importante que les chercheurs africains doivent approfondir. Les politiques, on en parle beaucoup. Mais quand vous parlez, généralement, c'est plus précis, c'est plus scientifique, c'est irréfutable. Ces derniers moments, dans la plupart de mes interventions, je fais beaucoup l'historien, le pédagogue. Je rappelle aux Africains que la situation que nous vivons aujourd'hui mérite beaucoup de réflexion. Et ce que j'ai pu conclure, c'est à vérifier et conforter avec vos recherches, c'est que régulièrement, les puissances extra-africaines nous instrumentalisent souvent à notre insu, souvent avec notre complicité. En tous les cas, in fine, on se rend très souvent compte que ce n'est pas dans l'intérêt d'une Afrique. J'ai rappelé ici que, à la veille de la colonisation occidentale de l'Afrique, ce qu'on a appelé la conférence de Berlin, du 15 septembre 1884 à janvier 1885, qui décidait du partage de l'Afrique. Quand vous lisez les conclusions de cette conférence, nulle part il n'était question d'aller nous asservir. Il était plutôt question pour les Français d'étendre la mission civilisatrice de la France. Pour l'Angleterre, c'était les 3 C, civilisation, commerce, christianisme. 1. Deuxième grande conclusion, en Afrique, il y a 2 grands fleuves, le fleuve Niger et le fleuve Congo. Les Européens vont pour réglementer la circulation sur ces 2 fleuves. Voici les conclusions de la conférence de Berlin. À quoi nous avons assisté? L'occupation brutale, violente, les guerres, les oppositions ethniques, des groupes, des rois, en un mot, l'occupation de l'Afrique. Pendant 70 ans. Pendant ces 70 ans,
Il y a souvent des chemins de fer qui ont été construits. On nous les montre souvent comme des réalisations. Je donne l'exemple du chemin de fer du Congo. 1 million de morts pour le construire. Mais les Belges présentent comme une grande réalisation au bénéfice des Congolais. La même chose dans notre pays. Combien de personnes sont mortes en construisant le barrage de Markala? Mais ce n'était pas pour les populations. Les chemins de fer aussi. Donc ce sont ces choses-là que les autres montrent pour dire qu'ils étaient venus pour nous développer. 70 ans après, on est allé vers la décolonisation. Avec la pression des vainqueurs, l'Union soviétique et les États-Unis, les grandes puissances colonisatrices ont été invitées à décoloniser. L'Espagne, la Hollande et l'Angleterre sont partis. L'autre colonisateur, lui, il est parti pour ne pas partir. Il est parti tout en restant. Et qu'est-ce qu'ils disent eux-mêmes dans leur mémoire? On est allé vers les indépendances. Ils ont louvoyé les associations, l'Union française. In fine, quand ils ont vu qu'il n'était pas possible de rester comme ça, ils ont introduit un système électoral. Et le premier ministre de la France, à la veille, disons pendant la décolonisation, Pierre Mesmer, écrit dans ses mémoires, je cite in extenso, en 1960, nous avons donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient avec le moins d'intransigeance, après avoir éliminé politiquement et militairement tout ce qui l'exigeait avec intransigeance. Donc c'est la deuxième étape. Mais des hommes à la tête qui n'exigeaient pas l'indépendance avec intransigeance. Ceux qui l'exigeaient, on les a éliminés politiquement, on a fait perdre leur parti. Ou on a déclenché la guerre, comme au Cameroun, en Algérie, tué des milliers de personnes, brûlé des villages entiers, rasé des palmeraies, des paysans. Les autres, ceux qui sont restés dans la logique, autrement dit, on donne l'indépendance même à ceux qui n'en veulent pas, pourvu qu'ils restent avec nous, on les laisse avancer. Les autres, qui ont clignoté à droite avec eux, mais une fois arrivés au pouvoir, ils se rendent compte qu'il faut aller à gauche, parce que leur peuple n'était pas d'accord. Ils les ont mis les bâtons dans les roues. Ils les ont assassinés, ils les ont renversés, ils les ont sabotés. On a fait 30 ans. Ensuite, d'autres sont venus. Les bonnes intentions de certains qui ont imposé des partis uniques, parce qu'ils sont tous venus au pouvoir à la suite de compétition, de gauche ou de droite. Mais dès qu'ils sont arrivés, ils ont supprimé le multipartisme au nom de l'unité nationale. Ce même parti unique a fait 30 ans, 40 ans. À la fin, lorsque ceux qui étaient là ont commencé à dire qu'on a tout compris, Mobutu est allé à l'ONU pour dénoncer les guerres civiles, les guerres ethniques qu'on déclenche dans le nord de son pays. Houphouët-Boigny leur dit, attention, vous êtes en train de casser les prix des matières premières qu'on a divisé par 2 ou 3. Dans 30, 40, 50 ans, le monde se retrouvera en Afrique. Une nouvelle génération, une nouvelle génération d'Africains sera née qui n'acceptera pas la soumission. Parce que vous imaginez, le prix du cacao, de l'or, du coton ont été divisés par 2 au même moment que la population grandissait. Donc, on nous a fait comprendre que c'est des dictateurs qui empêchent l'Afrique d'avancer. Ces gens étaient à leur service. Mobutu est devenu brusquement dictateur. Et tous les autres
Pendant que la population croît, les besoins objectifs sont là. On a mené la démocratie. Balayé. De nouvelles élites intellectuelles sont venues. On a fait semblant de travailler avec eux. À la fin de ces années, qu'est-ce qu'on constate? L'affaiblissement des armées, l'affaiblissement des écoles. Et là où ça ne va pas, on provoque la guerre et on les élimine, comme le cas de Kadhafi. In fine, qu'est-ce qu'on a? Des États avec des sans-armées, des États avec les écoles affaiblies. Or, historiquement, quand vous regardez, il y a un exemple, un grand conseiller d'un grand roi chinois, vous savez, ils ont une histoire très longue de plus de 5000 ans, voulait faire la guerre à ses voisins. Ce conseiller lui a dit, Monsieur le roi, ne faites pas la guerre. Prenez 25 ou 30 ans pour déconstruire le système éducatif de ces pays. Deuxièmement, en même temps que vous déconstruisez le système éducatif, inoculez par différents services la corruption auprès de l'intelligentsia. Au bout de 30 ans, vous aurez un peuple d'ignorants et de jouisseurs dirigé par un peuple d'ignorants dirigé par des jouisseurs. Vous pourrez les occuper en 2 ans. Vous n'aurez pas besoin de faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au bout de 30 ans de démocratisation, après avoir désorganisé les armées, désorganisé les systèmes éducatifs, parce que la population croît, on crée le terrorisme. Et aujourd'hui, si vous regardez, dans la quasi-totalité des pays où il y a le renversement des régimes, c'est l'instabilité chronique. Même si ce n'est pas une justification, en tout cas c'est l'explication. La plupart des pays, où les gens qu'ils ont même soutenus eux-mêmes, ils les ont conditionnés pour prendre des mesures antidémocratiques, pour qu'en sous-main, ils préparent leur renversement, pour se retrouver avec des États faillis, des systèmes éducatifs qui fonctionnent tant bien que mal, et le terrorisme qui s'étend. Aujourd'hui, nous avons la conviction, nous avons les preuves, en certains cas, que ces groupes terroristes sont façonnés, fabriqués souvent par des services de renseignement de certains pays, de certaines puissances, pour déstabiliser nos pays. Je donne souvent des exemples. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans le même village, des peuls d'un village vont se lever, aller chez leurs frères, Dogon les raser tous et les tuer, avec le sang sur les mains. Les Dogons vont chez eux. Mais en réalité, on a jeté le poison entre eux et les hommes ne comprennent pas. Au Mali, ceux qui se rappellent, parce que la grande capacité d'oublier de la population, c'était en profite. 2015, 2016, les chefs traditionnels Peuls, les grands marabouts Peuls étaient assassinés de façon ciblée. Beaucoup l'oublient au Mali. Beaucoup se sont réfugiés au Burkina. Après les Dogons, les Peuls, ils se sont réfugiés au Burkina. Les associations Guina Dogon et ça s'appelle celui des Sonrais là, c'est Irganda. Oui, j'oublie même le nom. Irganda. Ils sont allés chez eux, mais ils ont expliqué tous leurs malheurs. Malheureusement, moi je pense concrètement qu'on avait un gouvernement qui pensait que les discours lénifiants qui viennent de l'extérieur, c'était pour nous. En réalité, c'était pour nous déstabiliser. C'est pour couper l'élite dirigeante des intérêts fondamentaux de la population. Ensuite, les Peuls, quand vous regardez, c'est du Cameroun jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. On a commencé, quand c'est fini, on va chez les Dogons, on brûle tout, on fait semblant de se cacher sur les Peuls. Mais quand on tue ton parent, tu cherches à le venger. Dès que le sang coule une fois, c'est fini. Et l'erreur à ne pas commettre chez un pouvoir, c'est de sous-traiter la sécurité.
Chaque fois qu'un gouvernement a voulu sous-traiter la sécurité, c'est juste pendant une période. Aujourd'hui, nous avons décidé d'y mettre fin. Aucun groupe ethnique ne peut être financé par l'État en sous-main contre un autre. Donc les Peuls, on en fait du terrorisme une affaire de Peuls. Tous les chefs d'État Peuls, au Nigeria, en Guinée-Bissau, partout les gens, il y a un génocide contre les Peuls. Mais et ceux qui ne sont pas répandus comme les Dogons. En réalité, ce poison l'a amené. D'ailleurs, c'est comme aujourd'hui dans la guerre au nord. On va chercher des Arabes et des Touaregs dans les autres pays pour les amener. Les Peuls, c'est l'ethnie la plus répandue. C'est des gens réfractaires à la soumission. C'est des révoltés. Ils ont eu le plus de problèmes avec eux pendant la colonisation qu'avec tout le monde. Et ils lisent les archives. En soulevant ce peuple, en mettant le venin entre cette communauté et les autres, on n'aura jamais la paix. Et nous, victimes de cette situation, effectivement, quand on tue mon père, celui qui le tue, on embourbe beaucoup de jeunes qui ne sont pas instruits. Quand leurs parents sont morts, eux, par frustration, par manque de moyens, ils s'enrôlent. Et le cycle infernal dépasse les États. Et nous avons dit qu'il y a une donne. Ça ne fait pas souvent plaisir aux intellectuels. Mais l'armée d'une nation, c'est la colonne vertébrale de la nation. C'est comme un organisme. Vous pouvez couper les mains, les pieds, les os, mais quand vous cassez la colonne vertébrale, il n'y a plus d'humain. L'objectif principal, c'est de reconstruire l'armée et inverser le rapport des forces militaires sur le terrain. Ce n'est qu'après ça, ou concomitamment à cela, qu'on peut résoudre les autres problèmes, et non pas l'inverse. Mais ils nous ont convaincus du contraire, et nous étions convaincus. J'ai donné aux camarades un exemple. On prend la base de Ndeliman, 2019. La MINUSMA donne l'argent pour construire un camp. Barkhane construit le camp. Les militaires sont là-dedans. Et imaginez-vous, on a oublié de faire un puits pour boire de l'eau. Tout le monde sait que dans le désert, dans la vie courante même, le premier besoin de l'homme, c'est boire. Et donc, les militaires sont obligés de sortir, aller dans les hameaux chercher de l'eau. Les terroristes scrutent leur chemin. Un jour, ils les surprennent. Ils sont 3 ou 4 qui sont venus chercher de l'eau et ils viennent en groupe, ils les tuent tous. Ils les remplissent, ils prennent leurs habits, ils remplissent leurs camions d'explosifs, ils vont dans le camp, ils font exploser la voiture. Ceux qui survivent se battent pendant 7 heures de temps. La MINUSMA, Barkhane disent qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Un pays vaste, 200-400 km pour apporter une aide. Donc on tue tous les militaires. Le pouvoir politique va, il pleure, on fait une fosse commune, on vient, en ville on danse, à la télé on montre les soirées dansantes, au nord et au centre les gens se tuent jusqu'au prochain drame. Et ils étaient convaincus que les pouvoirs politiques vont continuer à se succéder jusqu'au jour où les Maliens vont se réveiller dans 20 ans, dans 30 ans, brutalement. Et rien n'est réparable dans leur pays. C'était ça le dessein. Nous avons dit qu'il faut, avec l'appui des Maliens, leur accord, inverser le rapport des forces militaires sur le terrain. 1. Deuxièmement, nous avons un pays vaste. Aussi longtemps que vous n'avez pas la suprématie dans les airs, vos soldats ont beau être courageux, ils ne peuvent pas gagner la guerre. Vous savez, un jour, je voyais, quand on faisait le défilé des avions, j'ai demandé à un ami, je vois les anciens militaires, souvent des anciens chefs d'état-major, qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation? Et ce monsieur m'a donné une leçon que j'ai gardée. Il m'a dit, vous savez, monsieur le Premier ministre, ces militaires sont les mêmes que ceux de maintenant. On ne leur a pas donné les moyens. C'est avec plaisir qu'ils regardent ça. Un chef d'état-major, ce n'est pas lui qui achète les hélicoptères, les avions. On les achète, on lui donne. Mais si on ne lui donne pas, qu'est-ce qu'il fait?
Il m'a dit donc ces militaires ont le même sentiment que ceux d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas les moyens. Imaginez qu'on a commandé 6 hélicoptères. Des individus se permettent de prendre l'argent des 4. On ne sait pas où c'est parti. Aujourd'hui, on sait parce qu'on a fait les investigations. Les 2, on donne prendre des vieux hélicoptères. On les peint, on vient les vendre au Mali au neuf. Ils font que le président vient à la télé, dit que la bagarre est finie. Quelques semaines après, les hélicoptères tombent en panne. Heureusement qu'on les a réparés aujourd'hui au profit des Russes, avec l'aide de nos partenaires stratégiques. C'est pour cela que, ça c'est un exemple que je vous donne. On tue les gens, à Ogosago, on tue plusieurs personnes, le président va. Des enfants, des femmes enceintes. Est-ce que vous imaginez qu'un Malien peut faire ça? Si c'est un vrai Malien, sauf s'il est drogué. Nous avons décidé que l'État s'assume. Et c'est pour cela qu'après plusieurs informations, analyses, nous avons décidé de demander aux forces qui sont venues nous aider de quitter notre pays. Parce qu'il y avait une maladie qui atteignait une partie de la tête du Mali, au nord, en 2013. 7 ans après, la maladie a pris 80% du corps. Le terrorisme s'est étendu au sud. Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien vous changez de médecin, ou vous changez d'analyse, ou de médicaments, ou de posologie, ou bien vous attendez la mort. Nous avons décidé de changer le tout et prendre les responsabilités au nom des Maliens, avec leur soutien, avec leur appui. Nous avons amené nos preuves aux Nations Unies. Nous avons dit qu'on va vous démontrer que ces mouvements terroristes ont des sponsors. On a refusé qu'on présente nos preuves. Certains ont dit non, il faut donner vos preuves. Mais ce n'est pas comme ça que ça se fait là-bas. Après, nous avons décidé que si c'est comme ça, là, vraiment, on fait un divorce à l'amiable. Bekata chez toi, vous partez de chez nous. Lorsque nous avons décidé de cela, il y a des pays africains qui ont décidé de demander aux forces internationales de partir. Depuis 2021, depuis 2018, le Conseil de sécurité a pris des résolutions. Mais ces pays n'ont pas osé. Nous aussi, on nous a dit qu'on n'osera pas. Et nous avons osé. Et il nous a été dit que vous allez le regretter. On est dans cette phase aujourd'hui. C'est important que vous compreniez. Ça nous a été dit que vous allez le regretter. Les forces internationales ne quitteront pas le Mali. Et c'est pour cela que quelque chose de tout à fait légal, la cession de la base de Ber aux Maliens. Vous savez ce qui s'est passé? Depuis qu'on a pris Ber, certains ont redoublé d'efforts. Combien d'agents de services secrets? Combien de jeux contre nous? Finalement, nos partenaires même tombent dans un jeu malsain que vous connaissez. On s'entend ensemble de se réveiller ensemble à midi pour régler un problème. Et ils se réveillent à 6 heures, ils quittent. On vient demander à midi, à 7 heures là, mais où est-ce que vous êtes? Ils disent qu'ils sont partis. Mais à qui vous avez donné le lieu là? Ah, on ne sait pas, en tout cas on l'a laissé. On se rend compte que c'est des adversaires qui sont censés combattre, qui viennent occuper. Nous avons dit qu'à cela ne tienne. Rien, sauf Dieu et le peuple, n'empêchera le gouvernement malien de prendre les bases de Tessalit, d'Agalhok, de Kidal, toutes les 13 bases et les remettre dans les mains de notre armée. Nous sommes à cette phase critique de la vie de notre nation. Nous avons un devoir historique de démontrer que notre peuple est réfractaire à la sujétion, ne va jamais accepter la soumission. C'est à cette phase que nous sommes. Et le gouvernement, les militaires maliens ont besoin plus que jamais du soutien des Maliens. Les hommes de troupes qui sont sur le terrain, qui meurent dans le soleil, dans la poussière, certains ne mangent même pas, loin de leur famille, il faut que nous les soutenions. Parce que quand on va prendre ces bases, c'est une nouvelle phase qui va s'ouvrir. En ce moment, le gouvernement qui le comprend déjà
doit savoir que la force armée seule ne suffit pas pour combattre le terrorisme. Il faut développer économiquement et socialement les services sociaux de base pour qu'aucun argument ne soit donné à n'importe qui, quelque aventurier que ce soit, pour venir nous raconter des histoires. Je dis souvent au Nord, l'Agence nationale des collectivités, l'ANICT, pendant plus de 10 ans, c'est un sortissant du Nord qui le dirige. Qu'est-ce qui a été fait? Qui l'a empêché d'investir là-bas? L'Agent pour le développement du Nord, c'est un ressortissant du Nord qui est à la tête. 20 ans. Qui l'a empêché de faire des puits? Des milliards par an dans le budget. Mais, quand ce n'est pas fait, c'est celui qui ne le fait pas qui vient dire, voyez, il n'y a pas de forage, il n'y a rien. En 2006, ATT, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, moi, je n'étais pas d'accord, mais en fait, il était chef d'État. Il a organisé le sommet sur Kidal avec l'illusion que c'est les discours spéciaux là qui peuvent nous faire avancer. En tout cas, il faut lui rendre cet hommage. Il a pu annoncer la mobilisation de 500 millions de francs maliens pour pouvoir développer le Nord. 500 milliards plutôt. Mais aucun franc n'a pu être investi. Parce que quand vous construisez des écoles, les terroristes les cassent. Vous faites des puits, ils les ferment. Vous voulez faire des routes, ils viennent tuer les ouvriers. Donc ça, ce n'est pas pour les populations de Kidal qui se battent. Il a quitté le pouvoir. Le problème s'est empiré. Donc nous sommes arrivés à la conclusion. Il ne sert à rien de continuer à amadouer des individus. Il faut aller à l'affrontement direct. Que le Mali gagne. Et que la direction du Mali ait la sagesse nécessaire de ne pas comprendre que la force peut tout régler. C'est juste un moment. Il faut faire le développement économique et social. Les routes qu'ils ont empêché de construire à Kidal, les ponts, les centres de santé, à Kidal, à Gao, à Taoudeni, à Menaka, il faut arriver à les construire. Mais avant, il faut que l'armée s'impose. Il faut que l'État s'impose pour qu'on ait ce que j'ai appelé l'unité nationale, l'intégrité du Mali, la forme républicaine et laïque de l'État, la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. C'est les 4 données qui ne sont pas négociables. Tout le reste, pour l'organisation et la stabilité de notre État, nous pouvons l'organiser entre nous, suivant les localités. Beaucoup oublient que l'Empire Songhay était un État décentralisé. Il n'y avait pas de téléphone en ce moment. Soni Alibert était là-bas. Mais est-ce que c'est lui qui sait ce qui se passait à 1000 km de lui? Non. C'est les chefs, chacun résout les problèmes dans sa localité, comme les populations le veulent. On ne peut pas venir imposer à une population donnée une façon de faire d'une autre localité. Ça, c'est la décentralisation. Mais la structure jacobine de l'État, nous avons hérité ça du colonisateur. Trouvons des formules intelligentes pour gérer notre pays. Mais avant, personne, je dis bien personne, ne doit avoir le droit de s'imposer. Un État, c'est le droit et la force. La force pour en imposer à quiconque veut s'imposer aux autres et le droit pour défendre les plus faibles. Un État qui ne fait pas ça, ce n'est pas un État. Et c'est à cela que nous voulons revenir. On ne peut pas le faire sans votre soutien, sans les recherches que les scientifiques vont faire. Et nous allons regarder où est-ce que les politiques se trompent. Parce que les scientifiques, c'est vous qui corrigez ce que les politiques font, qui sont toujours dans l'action. Sinon, et je termine par ça, récemment on a vu le ministre de la Défense de la France faire un communiqué pour dire que dans les mois à venir, disons devant les parlements, que le Mali va être divisé. Notre gouvernement lui a fait une réplique, mais en réalité, les gens se sont réveillés à midi. Les Français sont réveillés depuis 5 heures. Nous, c'est maintenant qu'on vient dire qu'ils ont mal parlé. Je vous dis, en 2012, Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères de la France, qui veut, je peux lui donner, a dit qu'il faut une politique d'autonomie du nord du Mali.
Alain Juppé, c'était le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que lui, il est venu aussi au Mali en janvier 2012. Que lui, il a dit à ATT deux choses. Il faut lutter contre le terrorisme, donner l'autonomie aux Maliens du Nord. Ça, c'est avant la chute de ATT. Il était ministre. C'est lui qui dit qu'il est ministre, disons, c'est pas qu'il le dit, mais il est ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian en son temps. Mais le jour même de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, mais il a donné une interview sur RFI. Il dit que les populations du nord du Mali et du sud ont tout fait pour vivre ensemble. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Le jour de la signature de l'accord. Alain Marceau, c'est un parlementaire devant le Sénat. Il dit que maintenant que l'armée française a empêché que le Sud soit envahi, il faut qu'il s'implique pour donner l'autonomie au Nord. Mais tout cela, ça a été fait avant 2013. Donc leur logique n'a jamais changé. Ils ont changé juste de couleur pour nous tromper, de discours. Et c'était des ministres. Aujourd'hui, un ministre parle, nous on se réveille à midi. Effectivement, maintenant c'est le coup pour coup. Avant, on avait peur de répondre, mais maintenant, on a un gouvernement. Vous avez entendu ce que le coup que le ministre, le porte-parole lui a donné. Il a donné un coup sur le front, nous, on lui a donné un coup sur l'œil. C'est le coup pour coup maintenant. Avant, tout le monde se taisait. Tout ce que je viens de vous citer là, ils l'ont dit, mais ils n'avaient pas en face des gens qui leur disent la vérité. Il faut que notre peuple se ressaisisse. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai dit à beaucoup de mes amis, aussi longtemps que les militaires sont en train de mourir au nord, pour nous restituer notre dignité et notre honneur, nous devons faire l'union sacrée. Nous devons taire toutes les autres considérations. Lorsque le pays sera uni, tout va reprendre ses droits. Les meilleurs vont gagner. Mais s'il n'y a pas de pays, j'ai dit à quelqu'un, toi tu dis d'aller faire les élections, mais tu ne peux pas aller dans ton village. On va faire les élections comment? Moi, ils sont allés dans mon village, ils ont tué 12 personnes dans ma commune. Les gens se sont émis, ils sont venus chez moi à la primature. J'ai reçu mes ressortissants. Je leur ai dit, vous savez, je peux prendre sur mon salaire pour aider mes parents. Mais la vie des gens de chez moi, ça peut faire mal. Mais elle n'est pas meilleure à la vie de ceux de Bandiagara, ceux de Nara. C'est le terrorisme. Il faut que notre pays paye le coût de sa souveraineté, de son indépendance, de son intégrité. Ce coût, il peut être financier, il peut être humain, il peut être matériel. Et le peuple malien va le payer. Pour le payer, les dirigeants seuls ne peuvent pas. Si vous nous entendez parler, c'est parce qu'on sait qu'il y a un peuple derrière. Donc nous avons besoin de votre soutien, des conseils pour qu'on fasse la différence. Je viens de vous démontrer qu'à chaque étape de l'histoire, ils amènent un concept et on rentre là-dedans. Quand nos pays vont être désintégrés, ils vont avoir des petites principautés, des royaumes Songhai, des petites principautés Peul, Dogon, je ne sais pas quel, et puis ils vont exploiter. Pendant qu'on est en guerre, ils vont exploiter comme dans l'Est de RDC. Les gens sont en train de se tuer et ils prennent les minerais, ils s'en vont chez eux. Ça vaut mieux que de négocier avec un État sérieux pour avoir les mêmes conditions que dans les pays du Proche-Orient. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'un haut responsable lui a dit dès 2016, ne vous fatiguez pas, ne vous tuez pas pour rien. La France ne quittera jamais le Mali. Nous allons dire au pouvoir, on va passer à d'autres. Parce que ce qu'il y a dans le sous-sol de Ménaka seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Proche-Orient. Donc ils ne quitteront pas. Depuis 2016, un politique a dit à ce dernier. J'ai dit, mais qu'est-ce que toi tu penses? Il me dit que lui, il croit que le Mali ne sera plus jamais comme avant. Depuis ce jour, je n'ai plus pris son téléphone, il n'est pas rentré dans mon bureau. Merci bien.